Nous allons maintenant accueillir le docteur Élodie Briand, qui est médecin généraliste et qui va nous parler de l'identification des symptômes de la maladie Accord-Lévy en médecine générale, en illustrant sa pratique à travers des cas cliniques, ce qui est toujours très intéressant, et puis qui nous parlera également de l'intérêt de la télexpertise pour solliciter des avis spécialisés dans les situations complexes. Donc je vous laisse la parole. Merci. Donc, je suis le docteur Briand-Lazare, je suis médecin généraliste au Reux, à 15 minutes de Rennes à peu près. Et donc, je vais vous faire part de ma petite expérience à travers trois situations de patients que je suis qui sont atteints d'une maladie Accord-Lévy. Donc, si on reprend les symptômes typiques de la maladie Accord-Lévy, on va avoir les fluctuations cognitives, les hallucinations visuelles, le syndrome parkinsonien et les troubles du sommeil paradoxal. Donc dans les fluctuations cognitives, qu'est-ce que c'est ? Ça va être une variation en fait de l'attention et de l'éveil dans la journée, avec des épisodes de confusion, d'absence, une somnolence aussi importante en journée sans cause évidente. En gros, ça va être des journées avec et des journées sans. On peut avoir des hallucinations qui sont souvent visuelles, détaillées. On va voir des personnes, des animaux, des illusions aussi visuelles, avec une mauvaise identification des objets, des personnes. Sur le plan moteur, on peut avoir un syndrome parkinsonien extra-pyramidal avec une lenteur, une raideur qui peut entraîner des chutes, un faciès qui va être peu expressif, qu'on dit amimique, et puis des troubles du sommeil paradoxal avec un sommeil agité, ce qu'on appelle les rêves maniaques, les personnes qui vont vivre physiquement leurs rêves, ça peut entraîner des chutes du lit ou des vocalisations nocturnes. Outre ces symptômes qui sont assez plus typiques de la maladie Accord-Lévy, on va avoir des symptômes plus aspécifiques, donc pas spécifiques de la maladie, et notamment des symptômes du système végétatif, ce qu'on appelle la dysautonomie. On peut avoir de l'hypotension orthostatique, c'est quand on a la tête qui tourne quand on se lève un peu trop vite, de la constipation, des troubles urinaires, une hypersudation. On peut aussi avoir une atteinte de la sphère ORL avec des troubles des sensations olfactives et des symptômes psychiatriques, comme on disait tout à l'heure, avec de l'anxiété, de la dépression ou une apathie. Donc dans les trois cas cliniques que je vais vous présenter, l'entrée dans la maladie, elle s'est faite différemment et pour le coup, le diagnostic, il a mis un peu de temps à être posé. Aussi parce que, pour le coup, les patients que je suis sont des patients qui ont déjà un certain âge, qui ne sont pas vierges de tout antécédent et qui ont souvent déjà des symptômes liés à leurs antécédents qui font que parfois ça nous perd un peu dans le diagnostic. Donc en l'occurrence, monsieur T a 75 ans au début de la prise en charge, il est suivi de longue date au cabinet, il est retraité, il est à domicile avec son épouse et il a un antécédent majeur qui est un antécédent de méningiome, donc de tumeur des méninges bénignes de la base du crâne qui a été opéré en 2007-2008 avec comme séquelle post-opératoire des troubles de la vision. Il a une cécité en fait de l'œil gauche et une importante baisse de l'acuité visuelle à droite. Sa plainte principale, du coup, pour ce monsieur-là, elle est déjà visuelle, mais en 2021, il va se plaindre d'un tableau un peu moteur, avec l'apparition de troubles de la marche, conduisant à une perte d'autonomie. Petit à petit, il va être obligé de prendre le bras de sa femme pour aller se balader, il va arrêter de conduire parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans sa voiture. Et quand je l'examine à ce moment-là, il n'y a pas du tout de syndrome extra-pyramidal, de syndrome parkinsonien, mais une sciatique qui va nous perdre un peu dans le diagnostic, puisque cette année-là, on va un peu s'occuper de ça, explorer cette sciatique, on va trouver un canal lombaire étroit, il va être opéré, et le temps va passer un petit peu, malgré déjà une plainte de mémoire, avec, il rapportait une certaine désorientation dans le temps par un moment, sachant que ce patient-là a une maman qui était atteinte d'une maladie d'Alzheimer et qui craignait beaucoup en fait, d'avoir la même pathologie. Une fois que la sciatique est prise en charge, le tableau va se compléter. Il a toujours comme plainte principale sa plainte visuelle, mais comme je vous le disais, qui est séquelaire en fait, de son intervention de 2007. Et la plainte en fait, cognitive va se compléter petit à petit avec des oublis à mesure, un ralentissement, une perte du fil de sa pensée et de ses idées. Tout ça, il en est bien conscient et ça génère une mise en retrait et une tristesse importante parce qu'il sent qu'il n'arrive pas à suivre le fil des conversations. Vont apparaître également des hallucinations visuelles. Il a le sentiment que plusieurs personnes se trouvent dans la pièce. Il confond les chaises autour de la table avec des personnes et met donc le couvert pour plusieurs personnes.
Il rapporte aussi des sensations de présence étrange, de passage derrière son épaule. Toutes ces hallucinations restent critiquées, c'est-à-dire qu'il sait bien que c'est pas vrai et ne génère pas d'anxiété du fait qu'il sache que c'est pas la réalité. Donc, comme je vais vous le montrer après, moi, comme médecin généraliste, je fais toujours à peu près la même chose. Quand les patients ont des plaintes de ce style-là, je leur propose de les revoir en consultation sur une consultation dédiée mémoire, une consultation où je prends un peu plus de temps et où je vais faire des tests mémoire. Donc, en général, je leur fais un MMS que je vous montrerai tout à l'heure, que vous connaissez sans doute, qui est une liste, une trentaine de questions qui va évaluer 6 domaines d'aptitude, mais qui n'est pas toujours très sensible. Je trouve qu'on a souvent un MMS qui n'est pas si mal, alors que finalement, il y a déjà des troubles qui peuvent être plutôt importants. Je leur fais faire aussi un test de l'horloge, un test de rappel et puis un test de fluence verbale. Selon les symptômes, je peux être amenée aussi à utiliser d'autres échelles. J'utilise un test de Hamilton pour la dépression, j'utilise une échelle d'IADL pour évaluer l'autonomie. Et puis surtout, les patients, souvent, je les vois au départ seuls. Ce patient-là, au départ, je le voyais seul en consultation. Et puis petit à petit, je l'ai vu avec son épouse et je le vois désormais qu'avec son épouse parce que, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les patients ne vont pas toujours vous dire tous vos symptômes. Et souvent, le conjoint, l'aidant, en fait, va être une mine informative beaucoup plus importante. Donc, une fois que j'ai fait cette consultation-là avec ces tests-là, souvent, je fais aussi un examen clinique à la recherche des signes, notamment végétatifs, dont je vous parlais tout à l'heure avec la recherche d'hypotension orthostatique. Et souvent, je vais prescrire une prise de sang, une imagerie cérébrale et, selon les résultats de tout ça, faire un courrier à mes collègues gériatres. Donc, vous voyez que c'était souvent les neurologues qui posaient le diagnostic. En l'occurrence, moi, je travaille beaucoup avec les gériatres. Que je sollicite aussi souvent via une plateforme. Je ne sais pas si vos médecins vous ont déjà parlé de ça, mais on a une plateforme de téléexpertise que moi j'utilise beaucoup parce que votre médecin traitant, vous pouvez avoir un rendez-vous relativement rapidement, mais le spécialiste, en général, on attend un petit peu de temps et pendant ce temps-là, on a parfois besoin d'avoir quand même l'œil du spécialiste et moi j'échange via cette plateforme en attendant la consultation pour éventuellement mettre en route un traitement ou orienter mon diagnostic. Donc en l'occurrence, ce patient a été vu par le gériatre qui avait fait, du fait des antécédents, un TEP scan, un DAT scan qui était en faveur d'une maladie à corps de Lévy et le diagnostic a été posé à ce moment-là. Deuxième cas clinique, Madame T, 85 ans, qui était suivie de longue date au cabinet, pareil, qui avait comme antécédent des problèmes de thyroïde, une ostéoporose et un terrain assez anxieux. Une dame retraitée à domicile avec son mari, mais active, qui marche tous les jours, qui fait du yoga, des mots fléchés. Son histoire commence en novembre 2023. Elle arrive au cabinet un matin après avoir fait une chute de sa hauteur dans la nuit. Elle arrive au cabinet avec des plaies de la face, du cuir chevelu, vraisemblablement une fracture du poignet. Je l'envoie aux urgences après l'avoir suturée où on confirme sa fracture et puis je la revois au décours de son passage aux urgences. Et après la chute, il y a un tableau d'anxiété majeure qui s'installe sur un fond d'anxiété déjà connu, mais là largement prédominant. Des troubles de la mémoire et puis un ralentissement psychomoteur. À ce moment-là, sur le plan moteur, je n'ai pas de syndrome extra-pyramidal, pas d'hallucination. Je lui propose, comme pour l'autre patient, de faire les tests mémoire au cabinet et puis je l'oriente vers le gériatre où en fait, on va confirmer cette atteinte cognitive, mettre en évidence une atteinte du sommeil avec quelques cauchemars et des sensations de rêve éveillé, pas d'hallucination toujours, elle bénéficiera d'exploration et on lui annoncera également une maladie à corps de Lévy. Et enfin, le troisième cas clinique, c'est Madame N, 75 ans, qui, elle, pour le coup, était déjà suivie par un neurologue, mais qu'elle ne voyait pas très souvent pour des migraines et une névralgie pudendale, donc des douleurs neuropathiques du périnée qui étaient traitées par la Rouxil. Elle vit aussi avec son mari dans une maison à étage et mère de 2 enfants. Son tableau, elle, initial, va être vraiment psychiatrique.
ça commence même en 2019 avec un diagnostic de cancer dans sa famille qui va générer un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Et l'année suivante, ce tableau va se majorer largement malgré les traitements antidépresseurs mis en place. En 2021, ces migraines vont être de plus en plus prégnantes, conduisant à la réadresser au neurologue et à refaire une imagerie cérébrale qui ne retrouvera rien de particulier à ce moment-là. Vont s'installer des troubles du sommeil et petit à petit, des signes végétatifs. En fait, elle va se mettre à faire des malaises, des chutes, avec mise en évidence à l'examen d'une hypotension orthostatique. Donc, en fait, on prend la tension allongée, puis debout à 1 minute, 3 minutes. Je lui ai donc prescrit des bas de contention et il est même envoyé voir le cardiologue pour faire un bilan sur ces malaises. Mais à ce moment-là, j'ai pas du tout pensé, en fait, j'ai pas fait le lien du tout entre le tableau anxio-dépressif, les signes végétatifs et cette plainte mnésique qui démarrait. J'ai pas du tout pensé à une maladie à corps de Lévy. C'est au fil du temps, avec l'apparition d'un tableau moteur et d'un syndrome parkinsonien, que je vais aller plus loin et lui proposer en fait des tests et de voir le gériatre, et la maladie sera diagnostiquée à ce moment-là. Donc, comme je vous disais, pour moi, je fais toujours à peu près la même chose. Dans l'interrogatoire, je vais poser des questions et au patient et à sa famille parce que les symptômes ne sont pas toujours évoqués d'emblée par le patient. J'ai une série de tests que je peux faire et qui peuvent être faits en fait au cabinet du médecin généraliste. Donc, je vous parlais du MMS, c'est cet examen-là, mais qui est peut-être moins sensible que le MoCA. L'évaluation de l'autonomie par cette échelle et l'examen clinique. Donc bien sûr, on va rechercher les signes végétatifs, comme je vous disais, le syndrome parkinsonien. Donc en général, je fais marcher les gens, je leur fais faire demi-tour, je leur fais plier et déplier le bras, je regarde le visage, et bien sûr, on regarde aussi dans les traitements, parce que en médecine générale, en fait, il faut se dire qu'on voit et les bébés et les personnes âgées et de tout, et que les patients qu'on a, ils ont souvent d'autres antécédents, d'autres traitements, ils ont parfois des traitements qui peuvent générer aussi des syndromes parkinsoniens, et qu'il faut faire un peu le tri dans tout ça. Dans les examens, je leur prescris en général donc une prise de sang, une imagerie cérébrale, et puis avec l'ensemble de ce bilan, je fais un courrier pour mes collègues gériatres, et comme je vous disais, j'utilise assez facilement la plateforme de téléexpertise qui me permet d'avoir un avis rapide dans l'attente de la consultation ou entre deux consultations de gériatrie. Donc ce que je voudrais vous faire passer comme message en tout cas, c'est qu'il y a des symptômes qui vont être plus évocateurs et qui vont nous faire évoquer plus facilement la maladie à corps de Lévy, mais que l'association de ces symptômes, elle n'est pas toujours évidente, qu'il y a d'autres symptômes qui sont moins spécifiques de la maladie, et pareil, qu'il n'est pas toujours facile de faire le lien en fait avec une maladie à corps de Lévy. Et que dans tous les cas, votre médecin traitant, a priori, c'est celui que vous voyez le plus et qui vous connaît en fait bien, et donc il ne faut pas hésiter à lui parler et ne pas hésiter aussi à interroger l'aidant, le conjoint, qui va être une mine informative. Il y a plein de choses qu'on peut faire au cabinet déjà pour essayer de démêler un petit peu les choses, et que selon ces tests-là, on orientera les patients. Alors, bon, moi en général, je suis plutôt vers les gériatres que vers les neurologues, et que pour moi, la coordination entre les médecins généralistes, les spécialistes, et puis tous les paramédicaux qui vont être présents au quotidien auprès des malades est vraiment très importante. Voilà, merci de votre attention. Bien, merci pour votre présentation qui nous rappelle que le diagnostic de maladie à corps de Lévy n'est pas qu'une affaire de spécialistes finalement. Parce qu'en médecine générale, vous êtes les premiers à recevoir les patients qui peuvent présenter des signes évocateurs de cette pathologie. Mais il y a 3 conditions finalement pour pouvoir l'évoquer. Si je résume votre présentation, la première, c'est qu'il faut connaître la maladie à corps de Lévy, donc identifier les symptômes cardinaux. La deuxième, c'est qu'il faut prendre du temps. Et donc, vous consacrez une consultation dédiée à l'évaluation cognitive. Il me semble que ce n'est pas toujours le cas en médecine générale, mais ça vaut vraiment le coup. Et puis, la troisième condition qui est indispensable, c'est pouvoir avoir recours aux spécialistes. Alors, il est difficile parfois d'avoir une consultation rapide,
Mais le fait de recourir à la téléconsultation est un outil précieux parce qu'on peut déjà avoir des conseils, des orientations diagnostiques ou thérapeutiques. Et voilà, l'ensemble de ces 3 étapes me paraît être vraiment très intéressante pour le parcours de soins et la prise en charge initiale de la maladie.